Nous inaugurons donc cette 7e soirée d'histoire. Ça fait déjà 7 ans que Marc Lagana, ici présent, avait lancé cette idée des soirées d'histoire. Et c'est la première fois qu'il ne la présente pas. Bon, merci Marc. Nous avons passé cette année 2024 sur le thème de la liberté de la presse. Et nous avons associé à cette liberté de la presse une écrivaine communarde qui a eu un rôle important et qui a beaucoup débattu justement de la question de la liberté de la presse sous la Commune. C'est André Léo, dont c'est par ailleurs le 200e anniversaire cette année, anniversaire de la naissance. Donc nous consacrons cette... alors nous avons fait pas mal de choses pendant cette année. Nous avons fait un parcours du 18 mars dans le quartier de la Presse, dans le 2e arrondissement. Nous avons été sur des lieux où André Léo... Nous avons pu parler d'André Léo dans 2 lieux au moins, où elle a exercé des activités. Il y a eu 2 textes dans notre bulletin. Il y a eu récemment des conférences à Poitiers, dans le Berry, etc., sur André Léo. Donc André Léo, qui n'était peut-être pas très connu du grand public avant 2024, a eu quand même une certaine aura et son image s'est répandue, plus de gens la connaissent. Donc nous avons fait également le 3 mai une intervention sur la place de la République sur la question de la liberté de la presse avec les syndicats, avec y compris de la presse indépendante qui en quelque sorte André Léo en était une belle représentante de la presse indépendante qui explose aujourd'hui en rébellion contre la presse officielle, d'ailleurs à travers Internet et un certain nombre de réseaux sociaux. On peut en discuter, il y a du bon, du mauvais, mais enfin il y a un mouvement qui se passe autour de ça. Alors, aujourd'hui nous allons consacrer cette dernière soirée d'histoire de l'année 2024. Nous allons clore avec 2 conférences. Une conférence sur André Léo, qui sera réalisée par Françoise Tarade, ici présente. Françoise Tarade est membre de l'association André Léo et membre de notre association également. Elle a écrit un livre qui s'appelle André Léo, une femme entre 2 luttes, socialisme et féminisme. Et aujourd'hui, sa conférence portera sur la Commune de Paris, point d'orgue de la vie d'André Léo. Et elle aura 45 minutes que je vais surveiller avec attention. Je suppose que vous avez tous entendu parler d'André Léo par la Commune. Voilà. Parce que sur Internet, on trouvait des choses très fantaisistes. On ne savait pas très bien quand elle était née, ni comment elle s'appelait, etc. Donc, elle a réveillé un peu la mairie de Lusignan. C'est très petit, ce sont des petites villes qui font 1000 habitants au grand maximum, et Champagné. Et tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils avaient quelqu'un de très célèbre parmi eux, enfin dans leurs ancêtres en tout cas, et qu'ils ne le savaient pas. Donc, ils ont cherché, et Fernanda a trouvé l'acte de naissance d'André Léo à Lusignan. Donc, et elle est née le 18 août 1824, donc effectivement il y a 200 ans. Alors elle était totalement oubliée et sans doute, alors je me suis posé la question pourquoi. Alors elle avait une tare indélébile, c'est que c'était une bourgeoise, petite bourgeoisie mais quand même, qui s'intéressait à des ouvriers, aux prolétaires, etc. Donc ça ne se faisait pas du tout à l'époque, c'était pas dans les habitudes. Et pire encore, elle avait participé à la Commune de Paris. Donc ça non plus, ça n'allait pas à l'époque. Alors, je me suis posé aussi la question comment elle a fait en étant née et restée jusqu'à l'âge de 27 ans quand même à Champagné, ce qui est une toute petite ville. Comment avait-elle fait pour arriver à la Commune de Paris en 71 ? C'était un petit peu étrange. Alors j'ai étudié son parcours. Alors c'était une femme assez extraordinaire. C'était une femme lucide, visionnaire, qui était d'une grande intelligence, un esprit audacieux,
et qui avait le courage et la justice et la vérité pour elle. C'était dit par une femme, une Saint-Simonienne, qui l'avait connue vers la fin de sa vie. Donc, c'était quelqu'un visiblement d'important, mais elle avait un problème à l'époque quand elle voulait parler, quand elle voulait faire passer ses idées. Les hommes ne l'écoutaient pas, parce qu'à l'époque, ils pensaient que le cerveau des femmes était trop petit pour pouvoir raisonner, comprendre, réfléchir. Donc, elle n'arrivait pas à se faire connaître. À l'âge de 6 ans, elle est née à Lusignan. À 6 ans, elle a suivi ses parents, elle est partie à Champagny-Saint-Hilaire, qui est une petite commune à 30 km de là, encore plus petite que Lusignan. Et elle est restée à Champagny jusqu'à l'âge de 27 ans. Donc c'est quand même très très long, elle a eu du mal à sortir de son village. Alors, elle s'appelait Victoire Léodile Bérat. Son vrai nom, c'est Léodile Bérat, c'est pas André Léo. Et elle ne prendra le nom d'André Léo qu'une quarantaine d'années plus tard. Donc, elle a la vie d'une bourgeoise rurale, de la petite bourgeoisie, disons, moyenne bourgeoisie. Alors, elle a été éduquée chez elle, puisque les écoles, ça n'existe pas, et pour filles, encore moins. Donc, son père, qui a le doux nom de Zéphirin, était notaire et puis juge de paix. Avant cela, il avait été officier de marine sous Napoléon et en tant que tel, il avait été prisonnier pendant 5 ans des Anglais, ce qui lui avait donné le temps d'apprendre l'anglais. Donc, elle a son père donc, a instruit sa fille, qui était assez réceptive, je pense, donc il a eu plaisir. C'était l'aîné des 4 filles de cette femme-là, parce qu'il en avait des enfants d'abord. À cette époque-là, les femmes mouraient tôt, et donc les hommes avaient plusieurs femmes. Et donc, il lui a appris tout ce qu'il savait, enfin les choses importantes, mais surtout le droit, puisqu'il était juriste, l'histoire et l'anglais. Et Léodile aimait beaucoup le suivre, même dans ses tournées, quand il était juge de paix dans la région. Du côté de sa mère, qui s'appelait Thalie Bellotto, elle apprend la religion, puisque c'était ce que faisaient les femmes en général, et puis tout ce qu'une jeune fille doit savoir, ou savoir faire, pour pouvoir se marier. Elle a eu une autre influence très importante, c'est son grand-père. Elle avait un grand-père qui était procureur à Poitiers, et qui avait œuvré pendant la Révolution française, qui lui a communiqué tous les idéaux de la Révolution française, et il pensait qu'il fallait absolument instruire les gens de toutes les classes sociales. Il trouvait que les royalistes du Poitou étaient particulièrement ignares et qu'ils avaient besoin d'éducation. Et donc, c'était un de ses chevaux de bataille, si je puis dire. Et puis, il voulait également, d'un autre côté, aider les plus misérables, qui étaient bien sûr très nombreux à l'époque. Donc, après une enfance agréable à la campagne, à courir et grimper dans les arbres, on voit ça dans ses romans. Ses romans racontent ça. À un certain moment, sa mère lui a dit ça se fait pas pour une fille de continuer à jouer avec les garçons. Donc, elle s'est tournée vers la lecture et les promenades à la campagne, puisqu'elle était en pleine campagne avec des amis. Elle avait des amis, qui l'accompagnaient. Sa mère l'entraînait aussi, elle voulait lui apprendre la charité, donc à visiter les pauvres, les plus pauvres, et elle leur faisait l'aumône. Déjà à cette époque-là, elle était adolescente, Léodile a commencé à se rendre compte que la charité c'était bien beau, mais ça ne suffisait pas à faire sortir les malheureux, les pauvres, de leur misère. Et elle a commencé à réfléchir à la façon de le faire, surtout en période de famine, parce que même dans le Poitou à cette époque-là, il y avait parfois des périodes de famine, et c'était très dur pour les gens de s'en sortir, bien sûr. Et elle observe les injustices, et elle développe un esprit critique, et elle reproche en particulier, alors elle n'aime pas les différences sociales, les deux classes sociales, et l'immobilisme cautionné par l'Église.
ce qui va la faire devenir très anticléricale, ça la scandalise. Et dans ses écrits, elle est déjà très, enfin pas déjà, mais bientôt, quand elle commence à écrire, elle est très ironique et très sarcastique en général. Donc son vœu le plus cher, à disons 18 ans, c'était d'agir, de faire quelque chose. Seulement quand on est une jeune fille à la campagne à cette époque-là, il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire, sauf se marier. Alors elle n'avait pas franchement envie de se marier. Elle trouvait les garçons qu'on lui présentait au bal de la préfecture à Poitiers complètement insignifiants, inintéressants, voire stupides, mais toujours arrogants et sûrs de leurs prérogatives. Et les expériences de ses amis qui s'étaient mariés ne l'encourageaient pas, car le code Napoléon était passé par là et elle n'avait plus aucun droit une fois qu'elle s'était mariée. Donc même le beau rôle de mère qu'on leur faisait miroiter n'était pas vrai, puisqu'elle n'avait aucun pouvoir sur leurs enfants. Donc c'était très dur. Et cette situation bloquée pour elle, à cet âge-là, l'a fait tomber malade. Elle a eu un genre de, on dirait maintenant, dépression. Elle a fait une dépression. Ça a duré quelque temps, et puis grâce à la lecture, elle s'est remise. Alors, c'est par la presse, surtout, qu'elle a appris beaucoup de choses, alors, et qu'elle a pu s'en sortir. Chez les Bérat, donc sa famille, on reçoit le journal Le Peuple, qui est un journal de Limoges. En 1848, le jeune Pierre-Grégoire Champsay, disciple de Pierre Leroux, dont vous avez sûrement entendu parler, en devient le rédacteur en chef. Léodile lit ses articles, les trouve très intéressants, enfin des gens qui pensent comme elle. Et donc, elle écrit elle-même, en secret, dans sa chambre, elle écrit des textes, et elle se dit, je vais lui en envoyer un, on verra bien. Bon, elle pensait que Leroux n'étant pas du tout hostile aux femmes, ça serait possible peut-être. Et effectivement, elle reçoit une réponse positive, assez relativement rapidement, et elle commence une correspondance avec Grégoire Champsay. Cette correspondance finira par une demande en mariage. Et Grégoire Champsay faisait des articles très virulents dans la presse qui ne plaisaient pas aux autorités. Donc, en tant que rédacteur en chef, en plus, il était responsable de tout ce que les gens écrivaient dans son journal. Donc, il a été condamné à plusieurs années de prison, 8 ans et plus, et des amendes. Donc, il est parti avant qu'on l'arrête. Il s'est enfui à Lausanne. Alors, évidemment, pour se marier, c'était moins simple. Il fallait aller là-bas. Mais rien ne décourage Léodile, elle avait déjà beaucoup de caractère. Elle finit par convaincre ses parents. Bon, elle avait déjà 27 ans, ce qui était l'âge d'une vieille fille à cette époque, donc ses parents n'ont pas dit non. Ils savaient qu'elle s'entendrait bien avec lui. Donc, il l'accompagne à Lausanne et elle se marie avec lui dans une petite église à côté de Lausanne où on pratiquait des mariages catholiques. Alors, catholique, vous me direz pourquoi, puisqu'elle était plutôt anticléricale, mais en fait, elle ne voulait pas désespérer sa mère, elle a dit après. Et donc, voilà. Donc, ils sont mariés, et elle a passé... alors, Grégoire, un peu plus vieux qu'elle, même un peu beaucoup, il a 7 ans de plus qu'elle, mais c'est quelqu'un de très sympathique et cultivé, et il a les idées humanistes de Pierre Leroux, ce philosophe donc qui œuvrait pour l'amélioration de la société. Dans une de ses nouvelles, il a notamment écrit quelque chose qui a sûrement beaucoup plu à Léodile. Le mal, c'est le despotisme de l'homme sur la femme et l'esclavage de la femme. Donc, c'était bien d'épouser un homme qui pensait ça. Alors, c'est le premier changement de nom pour Léodile, parce qu'elle a beaucoup changé de nom pendant sa vie. Alors, elle s'appelle maintenant Madame Grégoire Champsay. Là, la femme disparaît complètement, mais le prénom du mari, et on ne parle plus de la femme. Elle n'a pas forcément fait ça d'ailleurs tout le temps, hein, j'imagine. Alors, le couple a passé 9 ans en Suisse.
C'est sûrement 9 années très agréables pour Léodile. Ils s'entendent très bien, ils ont les mêmes goûts, ils font des promenades en montagne, ils connaissent des gens instruits, elle suit des conférences, etc. Enfin bref, tout va bien. En 1953, elle met au monde des jumeaux. Alors les jumeaux s'appellent, vous avez peut-être deviné, Léo et André. Ce qui lui donnera l'idée de s'appeler comme ça après. Mais pas encore. Hein. Grégoire admire beaucoup sa femme, qui est capable de s'occuper de ses enfants, non seulement de les mettre au monde, mais elle s'en occupait elle-même, seulement avec de l'aide, enfin, et d'écrire des romans. Et il a des relations. Il connaît notamment quelqu'un qui est en Belgique à ce moment-là, mais qui est dans l'édition et qui va essayer de publier son premier roman. Alors son premier roman s'appelait Une vieille fille et il le publie donc en Belgique. Bon, ça n'a pas eu un très gros retentissement, mais c'était déjà un premier pas. Alors en 1860, un décret d'amnistie pour les délits de presse permet à Grégoire de rentrer en France. Donc ils en rêvaient quand même depuis longtemps, ça faisait 9 ans, et donc ils sont très contents de pouvoir rentrer. Alors tout d'abord à Paris, parce qu'il faut qu'ils trouvent du travail. Grégoire a séjourné dans la capitale avant de rencontrer Léodile. Il a des relations dans la presse, mais elles sont quand même un peu anciennes, il n'arrive pas à trouver du travail, il donne des cours particuliers. Léodile essaie de contacter les éditeurs pour faire publier son deuxième roman, Un mariage scandaleux, elle pense qu'il est sûrement mieux, enfin bien, et donc elle essaye. Mais les éditeurs sont très polis, mais ne publient pas son roman. Donc elle est un petit peu énervée et elle décide de l'éditer elle-même. Elle a eu un peu d'argent, son père est décédé en 1957 je crois, et donc elle a un petit peu hérité d'un peu d'argent et elle publie Le mariage scandaleux elle-même. Alors scandaleux, vous me direz pourquoi scandaleux? C'est tout simplement parce que c'est une bourgeoise qui épouse un paysan, hein. C'était ça le grand scandale à l'époque. Elle prend, alors comme on ne peut pas vendre un livre sous un nom de femme, sauf si on écrit des choses sans intérêt, donc elle prend un pseudonyme comme a fait George Sand et bien d'autres femmes à l'époque, hein, qu'on ne connaît plus parce que justement elles sont dissimulées derrière leur nom masculin. Et donc elle décide de s'appeler André Léo. Elle reçoit l'appui de quelques femmes bien placées, dont une que connaissait bien Grégoire, qui s'appelle Élisa Lemonnier, dont on aura l'occasion de reparler. Le livre a du succès, les critiques sont très bonnes. Certains ne savent pas que c'est une femme, donc tout va bien. Et elle a notamment des critiques très positives d'Émile Zola et de Jules Vallès, donc c'est quand même pas rien. Il l'encense. Donc c'est le début d'une carrière littéraire prometteuse pour Léodile, et surtout c'est la fin des ennuis financiers. Donc elle n'oublie pas pour autant son but premier, qui était quand même de changer les mentalités. Elle continue à écrire des romans. Toute sa vie elle a écrit et publié. À l'époque on publiait en feuilleton, hein, donc les journaux lui faisaient un contrat pour un feuilleton. C'était en général bien payé et donc ça lui permettait de vivre. Donc elle en faisait au moins un par an, hein. Elle en a fait un qui s'appelait notamment Un divorce, donc c'était un sujet épineux. Et elle se bat pas tellement contre le divorce, elle n'était pas tellement pour le divorce quand il y avait des enfants, mais pour les mariages arrangés par les familles, dans lesquels les hommes cherchaient une dot en général, et les filles n'avaient pas leur mot à dire, elles arrivaient au mariage sans rien savoir, c'est bien connu. Malheureusement pour Léodile, où tout semble bien aller, Grégoire tombe et s'évanouit en essayant d'arranger un appartement qu'ils venaient de louer aux Batignolles. Et donc, elle n'était pas là à ce moment-là, c'était en été, elle était partie à la campagne, dans sa famille, avec ses 2 enfants,
qui devenait un peu fatigant pour Grégoire, qui n'allait pas très bien. Heureusement, ses voisins de balcon, c'était les reclus, dont ils avaient déjà fait la connaissance et qui étaient plus ou moins amis avec eux. Et l'aîné, Élie Reclus, n'hésite pas à enjamber les balcons. On peut encore le voir, là, au Batignolles. C'est un appartement au 5e étage qui donne sur le square des Batignolles. Et donc, il enjambe, c'est un alpiniste, hein, il enjambe les 2 balcons. Quand on voit la hauteur, on comprend que c'était pas facile. Et il ouvre la porte de l'appartement et découvre Grégoire inconscient. Ils appellent Léodile, qui revient aussi vite que possible. 12 heures de train quand même entre Poitiers et Paris, mais bon. Et elle s'occupe de lui, il revient un peu à lui. Il est très content de les retrouver, bien sûr. Mais le 4 décembre, il meurt. Donc là, Léodile perd un soutien de poids, qui l'aidait beaucoup avec les enfants, et il faut qu'elle puisse les élever et gagner sa vie avec sa plume en même temps, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, pour le public, maintenant, elle n'est plus Léodile Bérat, presque plus Madame Champsé, mais André Léo. Étant donné le succès de ses premiers romans, cela l'encourage et elle va essayer, comme d'habitude, de défendre ses idées. Alors, non seulement en écrivant des romans, mais aussi en écrivant des articles de journaux. La presse commence à la publier, les journaux progressistes du moins, publie quelques-uns de ses articles et elle devient une vraie journaliste puisqu'elle fait des reportages. Bon, c'était les débuts du journalisme, c'était pas encore bien codifié, mais... Et elle se rapproche, alors elle connaît, grâce aux Reclus par exemple, des gens assez célèbres, beaucoup de protestants surtout, et des francs-maçons. Hein. Donc ses voisins tiennent salon, vous savez comment on les faisait à l'époque, hein. Donc on invitait les gens à 5h le jeudi, je crois, le lundi après-midi, les Reclus, et elle va faire pareil, et elle va recevoir, alors entre-temps elle a déménagé dans un plus petit appartement, moins cher sans doute, rue Nollet, alors toujours au Batignolles, et elle reçoit également des gens. Alors c'est surtout des socialistes, des républicains qui viennent, et on peut parler politique. Donc c'est déjà plus intéressant. Pour elle n'aime pas tellement parler chiffon, elle aime bien parler politique. Ces deux enfants ont maintenant l'âge d'être éduqués eux-mêmes. Ils ont un peu plus de 10 ans. Elle les inscrit dans une petite école de quartier, mais très vite elle les retire parce qu'elle est effarée par la bêtise de ce qu'on leur enseigne. Alors vous savez qu'en 1850, il y a eu la loi Fallou qui a mis l'éducation dans les mains de l'Église. Et elle écrit immédiatement un pamphlet qui s'appellera « Observation d'une mère de famille à Monsieur Duruy », Duruy étant l'inspecteur de l'éducation, et elle y dénonce l'imbécilité de l'enseignement basé sur l'histoire religieuse. Elle croit en la science, veut qu'on apprenne aux enfants à observer la nature, à réfléchir, à s'appuyer sur les progrès des connaissances scientifiques et non sur des légendes bibliques. Alors oui, là elle prend exemple aussi un petit peu sur Élisa Lemonnier dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'en fait cette dame qui était plus âgée qu'André Léo avait créé des écoles professionnelles pour les filles. Donc au début l'idée d'André Léo c'est de créer des écoles pour les filles qui n'ont rien en général, et des écoles laïques bien sûr, et qui leur permettent de sortir un peu de l'état si catastrophique de leur connaissance. Le Siècle, c'est un quotidien républicain, publie ses romans en feuilletant donc un divorce et bien d'autres qu'elle va continuer à écrire pendant ce temps. Dans ses articles, elle commence
a évoqué son principal cheval de bataille, la nécessité d'une instruction gratuite pour tous, paysans et ouvriers, hommes et femmes. Et elle écrit: c'est dans le peuple des campagnes que reposent les solutions futures. C'est là que devraient porter tous les efforts de la démocratie. Voilà, mais en général, les gens n'écoutaient pas. C'est effectivement les campagnes qui font échouer les élections quand les paysans votent comme on leur dit de voter, c'est-à-dire le propriétaire, le hobereau du coin. Et donc, ils ne se rendent pas compte de ce qu'il faut faire. Mais les Parisiens, en général, ne s'intéressent pas du tout à la campagne. Alors, avec toutes ses amies, elle cherche aussi à améliorer le droit des femmes. C'est un des aspects qui me paraît le plus intéressant. C'est chez elle, rue Nollet, que se crée une première association, la revendication des droits de la femme. Ensemble, elles rédigent un premier programme d'action. Alors, parallèlement, toujours des romans, et en particulier un qui est très moderne, qui s'appelle Aline Ali. Alors, Aline Ali, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est une femme, donc Aline de Morillon, une jeune fille, qui refuse de se marier. Elle a vu les méfaits du mariage chez sa sœur, qui s'est suicidée, et donc elle veut d'abord savoir ce qu'il en est exactement, et elle se déguise en homme, pour découvrir le monde des hommes. Alors ce livre a été plutôt mal reçu, même des féministes. Pourquoi? Parce que les femmes étaient tellement habituées à devoir se marier et avoir des enfants, ce qui était leur seul rôle, qu'elles n'ont pas compris pourquoi, en étant amoureuse quand même, Aline ne s'est pas mariée avec l'homme de sa vie. Voilà, il n'a pas eu d'enfant. Alors, les critiques qu'il avait encensées au début commencent à la critiquer parce qu'ils se rendent compte des idées qu'elle véhicule. En particulier un écrivain dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Barbé d'Aurevilly. Oui, c'est une horreur cet homme. Et donc, c'est quand même... Alors bien sûr, il la traite de bas bleus. Vous savez ce que c'est que les bas bleus, la blue stockings, des femmes... alors à l'origine mal habillées, mais là c'est des femmes qui ont la prétention d'écrire alors qu'elles n'ont pas le cerveau pour ça. Alors selon lui, les femmes qui écrivent ne sont plus des femmes mais des hommes manqués, bien entendu. Donc voilà, ça c'est un peu... oui, c'est classique, oui. En juin 1868 s'ouvre une nouvelle méthode, un nouveau moyen d'expression, les réunions publiques. Alors les gens avaient le droit de se réunir, pas très loin d'ici d'ailleurs, alors il était interdit quand même de critiquer l'empereur et la religion. Mais ça va quand même devenir des réunions à caractère politique, grâce en particulier à la participation de l'Internationale des travailleurs. André Léo, elle décide d'y participer en tant qu'oratrice. Alors ça c'est intéressant parce qu'elle dit dans un article, ce mot n'existe pas encore. La langue ayant tendance à rejeter toute féminisation du vocabulaire. C'est pas quelque chose qui nous est tellement étranger, je crois. Elle ajoute, les mots sont conservateurs. Voilà. Donc oratrice, c'est un mot horrible, féminin, alors qu'il n'existait pas. Bon, les gens vont s'y habituer comme tout. Alors, ces réunions se passaient au Vauxhall. C'était une salle de bal du côté de la République, où la foule se presse pour écouter ces discussions sur différents sujets. Alors la question débattue pendant plusieurs semaines, c'est de savoir si les femmes doivent travailler en usine. En fait, elles travaillaient déjà en usine, parce que beaucoup avaient besoin de gagner leur vie pour survivre tout simplement ou élever leurs enfants. Mais l'idée des hommes était que l'homme est le seul pourvoyeur de la famille. Seulement c'est un mythe pour beaucoup de femmes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe.
l'AIT, donc l'Internationale, est très conservatrice sur le plan des mœurs et surtout très misogyne sous l'influence de ce cher Proudhon, dont vous avez sûrement entendu parler. Proudhon, oui, Proudhon. Si bien que André Léo, en voyant la tournure que ça prend, cesse d'aller aux réunions et se contente d'écrire des articles dans la presse. Alors son association se développe, prend différents noms au fur et à mesure. La Ligue en faveur des droits des femmes. Alors un des problèmes, ses amis sont toutes des bourgeoises, qui sont féministes, etc., mais ce sont des bourgeoises. Et André Léo, suivant toujours son idée, voudrait qu'il y ait aussi des membres de la classe ouvrière qui signent ses manifestes. Elle a rédigé d'ailleurs un manifeste pour peser dans les débats, justement. Une amie lui dit connaître un militant de l'Internationale qui travaille à Puteaux et qui s'occupe des femmes. Cette amie l'accompagne et elle lui présente Benoît Malon, dont vous avez sûrement entendu parler. Celui-ci est ravi de rencontrer une dame aussi célèbre. Il lui présente des ouvrières qui, devant le vif intérêt que Léodile leur porte, acceptent toutes d'adhérer à son mouvement et de signer le manifeste. Pour André Léo, le problème de l'égalité dépasse de beaucoup le clivage des classes sociales, bien sûr, et ça doit aller de pair avec une plus grande justice sociale. Alors Benoît Malon, je sais pas, j'ai peut-être pas le temps de parler de tout ça. Alors Benoît Malon est membre de l'Internationale avec Eugène Varlin, on est dans sa salle là, et ils sont dirigeants de la section de l'Internationale de Paris, la section de Paris. Évidemment, l'association est interdite, donc ils se font arrêter et incarcérer à Sainte-Pélagie. C'était la prison des prisonniers politiques. C'est à ce moment-là qu'André Léo et Benoît Malon commencent à correspondre, parce que à Sainte-Pélagie on pouvait recevoir, mais enfin c'était pas trop facile quand même. À la suite de la publication de son manifeste, de nombreuses personnes se sont jointes à elle, dont Louise Michel, qui en impose par sa radicalité, son audace, et Maria de Rem, une intellectuelle militante de la grande bourgeoisie, appartenant au milieu franc-maçon. Donc il y a déjà un mélange quand même. Ces femmes ont toute conscience que la lutte pour leurs droits transcende les différences sociales. Elles veulent faire évoluer les lois en faveur des femmes, toutes les femmes, car les discriminations n'en épargnent aucune. Elles rédigent un nouveau manifeste où elles demandent la réforme du Code civil. Elles vont l'appeler « Revendication des droits civils refusés à une moitié de la nation ». Et elle reçoit à ce moment-là, André Léo, le concours de Léon Richer. C'était un homme, mais il a créé un journal, Le Droit des femmes. Les femmes n'avaient pas le droit toutes seules de créer des journaux. Et il est avec Maria de Rem, il crée ce journal. Donc de plus en plus de personnes les rejoignent, ça devient la Société de la revendication des droits civils de la femme. Ils se concentrent sur l'éducation des filles, ils veulent promouvoir une école primaire laïque et démocratique, mais ils ne demandent pas le droit de vote. Ça viendra plus tard, c'était encore un peu tôt et ils avaient peur que ce soit refusé et donc tout le reste avec. Donc ils travaillent à leur école. Malheureusement, comme vous savez, en 1970, la guerre contre la Prusse, initiée imprudemment par Napoléon, éclate et ça va mettre à mal tous leurs efforts. Pendant cette année-là, avant la guerre de 70, André Léo court partout, elle est très très occupée entre les articles de journaux, ce qu'elle écrit, et elle trouve quand même le temps d'écrire un essai intitulé « La femme et les mœurs, monarchie et liberté ». Et c'est sûrement un de ses essais les plus intéressants parce qu'elle répond à Proudhon justement, point par point. C'est très logique, c'est très bien écrit et elle essaie de faire comprendre à tout le monde que l'émancipation des femmes est très importante. Elle répond de manière assez virulente
Parce que pour Proudhon, la femme est inférieure dans tous les domaines, physique, mental, etc. Il a même fait des calculs. L'homme fait 3, la femme fait 2, on ne sait pas comment, mais enfin c'est comme ça. Et donc, elle lui répond que l'éducation de l'intelligence soit aussi large et aussi complète pour la femme que pour l'homme, et l'on verra ce que devient ce prétexte d'infériorité. C'est évident. Elle n'avait pas d'instruction, on ne leur apprenait rien. Et elle reproche aux socialistes, donc au monde de l'international notamment, de vouloir la liberté pour eux-mêmes, à condition de garder les femmes dans l'esclavage. Cet essai montre la capacité d'André Léo à faire des analyses politiques claires et convaincantes. Elle dénonce aussi l'inversion de culpabilité. Les hommes tiennent les femmes pour responsables des abus dont elles sont les victimes. La prostitution, l'infanticide, etc. C'est imputé à leur immoralité naturelle des femmes, d'accord, et non à la misère noire dans laquelle elles se retrouvent, faute de pouvoir travailler dignement. Et elle a cette phrase dans cet essai qui me paraît très, très intéressante et très moderne. Lorsqu'il s'agit de la femme, l'homme ne veut pas être logique et semble ne le pouvoir. Non, Au début de l'année 70, donc il y a pas mal d'événements qui sont annonciateurs, bien sûr, de la fin du Second Empire. Et l'écart entre les fastes de l'Empire et la misère noire qui s'accentue est effroyable. Vous connaissez sûrement tous la préscience d'Émile Ollivier, qui était le nouveau chef de gouvernement juste avant la guerre contre la Prusse. Il a dit que le maintien en Europe, le maintien de la paix n'a jamais été plus assuré. Et trois semaines plus tard, la France déclare la guerre à la Prusse. Donc, il n'avait pas vu venir celle-là. La question que se pose alors, c'est André Léo et ses amis, c'est est-ce qu'il vaut mieux chercher à proclamer tout de suite la République, ou bien il faut d'abord aider l'empereur à chasser les Prussiens. Mais de toute façon, le 2 septembre, l'empereur malade capitule à Sedan, et c'est la fin de l'Empire qui a duré quand même 18 ans. Donc c'était quand même pas mal. La nouvelle ne parvient à Paris que 2 jours plus tard, et comme vous savez, la République a été déclarée le dimanche 4 septembre à l'hôtel de ville. Tout le monde est très, très content, mais elle retrouve Louise Michel, elles descendent de leur but, et elles s'aperçoivent quand même que beaucoup de gens soutiennent encore l'empereur et que ce ne sera pas si simple. Cependant, pendant un certain temps, la vie continue à peu près normalement. Les Prussiens ne sont pas pressés d'arriver. Les chefs militaires n'ont pas envie de se battre parce qu'ils ne veulent pas soutenir cette république qu'ils détestent. Pour ne pas dire autre chose. Voilà. Alors, différents comités se créent. Le comité des 20 arrondissements. Ils placardent des affiches rouges qui annoncent un peu la commune. Et le siège de Paris va quand même durer 4 mois, du 17 septembre 70 au 28 janvier 71. Les fils d'André Léo s'engagent pour défendre Paris, mais ils se rendent compte qu'on leur fait faire des marches inutiles et que ça ne sert à rien. Et le gouvernement ne songe qu'à signer un armistice le plus tôt possible. Et parce qu'ils craignent les rébellions populaires. André Léo est très déçu par ce gouvernement. Elle avait beaucoup espéré avec des républicains. Elle se disait, ça va aller, on va faire des réformes. Et en fait, ils ont peur des travailleurs. Donc, elle est très abattue par cela. Elle encourage, il y a notamment des ouvriers qui décident de se mettre en autogestion. Et en particulier l'entreprise Godillot, que vous avez peut-être, qui vous dit peut-être quelque chose. Et elle va interviewer les ouvrières pour voir dans quel état elles sont, et véritablement elle voit qu'elles travaillent des journées entières à réparer des chemises, etc. pour les soldats, pour 5 sous, qui ne leur permettent pas ni de vivre ni de faire vivre leurs enfants.
Donc il y a toujours un grand décalage pendant le siège entre les riches, entre l'État, le gouvernement, et les pauvres qui ne peuvent, qui sont de plus en plus malheureux. Elle, cependant, elle a pu agir quand même, et elle dit « On était si heureux, après une longue période de tyrannie, d'appliquer les idées nouvelles les plus avancées. » Donc, elle a eu un certain pouvoir, entre guillemets. Elle a pu agir ce dont elle rêvait depuis toujours. Et en particulier grâce à Benoît Malon, qui était à la mairie du 17e, et elle pouvait faire des choses. Elle a notamment fait, avec d'autres femmes, des marmites, c'est-à-dire qu'on donnait à manger aux pauvres. Le blocus commence à se faire sentir, la faim s'installe, il n'y a que les riches qui peuvent manger, et encore des pâtés de rats, ou des choses comme ça, c'était pas très ragoûtant. Et ils fondent, alors avec André Léo, avec 17 personnalités, fondent un nouveau journal, La République des travailleurs. Et elle dit en première phrase, un peuple qui ne veut pas être conquis ne peut pas l'être. Bon, oui, mais... Alors le premier numéro paraît le 10 janvier et il va durer 6 numéros simplement. Et André Léo en avait la charge beaucoup. Une fausse tentative pour briser le siège échoue et le général Trochu, qui s'en occupait, signe l'armistice le 26 janvier. Donc là, André Léo est épuisée, elle a beaucoup couru dans tous les sens et mal mangé pendant les 4 mois, et elle décide de partir en province, dans sa famille, avec ses enfants. Benoît Malon, lui aussi, est parti de son côté, dans sa famille, dans la Corrèze, en Corrèze. Il revient à Paris, devinez quand, le 18 mars. Et c'est tout à fait par hasard. Hein. Et il tient brièvement Léodile, qui est encore en province, au courant grâce au télégraphe électrique, ce nouveau moyen de communication. Bien sûr, elle a lu les journaux, elle décide de revenir à Paris, elle ne peut pas rester inactive dans sa province. Ses enfants continuent vers le sud où ils sont attendus par des amis et elle revient à Paris. Avant de partir, alors sa mère est très mal en point, donc elle est un peu désespérée de voir sa mère, sa fille partir, et de fait elle ne la reverra pas vivante. Et elle dit à sa cousine Emma, dont elle est très proche, « Je vais assister au massacre le plus épouvantable que l'histoire ait vu de longtemps. Juin 1848 n'en aura été que le prélude. » Donc c'est quand même ce qui s'appelle d'être assez visionnaire. Hein. Alors Emma, sa cousine, lui dit « Mais il faut rester », mais elle pense qu'elle ne craint rien. Ou pas grand-chose en tant que femme. Mais comme vous savez, la commune est un peu hors norme dans l'histoire. Les femmes vont s'engager dans ce combat et en payer le prix fort. On va les traîner dans la boue, au sens propre comme au sens figuré. Alors, André Léo revient. Elle arrive dans la nuit du 3 au 4 avril. Elle retrouve Benoît Malon qui l'attendait. Et tout de suite, il y a beaucoup de choses à faire. Alors lui, à la mairie du 17e, et elle va retrouver ses amis du comité de vigilance de Montmartre. Et les canons se font entendre, les canons versaillais, autour de la ville. Alors Louise Michel est sur les remparts, elle se bat avec un fusil. André Léo, elle préfère écrire. Elle écrit pendant toute la commune avec Anna Jacquelard. Elle s'occupe d'un journal qui s'appelle La Sociale. Et là, elle va écrire de nombreux articles que je ne vais pas vous lire, mais vous connaissez. Paris seul contre tous. Alors elle s'adresse aux travailleurs des campagnes, comme toujours elle voudrait
qu'il y a un lien entre la ville et la campagne, mais c'est très difficile. Et elle termine en disant « La terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous ». Mais c'est très difficile de faire comprendre aux Parisiens qu'il faut s'occuper des provinciaux. Alors elle est outrée par tout ce qui se passe, et on fusille les prisonniers, etc. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'insurge qu'elle montre son goût pour la liberté de la presse, puisqu'elle ne veut pas qu'on interdise les journaux, même adversaires. Mais vous connaissez ça. Bon, alors elle fait beaucoup d'efforts pendant toute la commune. Elle dit qu'on ne peut pas faire la révolution sans les femmes, puisque c'est ce que pensent beaucoup de généraux ou de membres de la commune. Et elle dit beaucoup de républicains n'ont détrôné l'empereur et le bon Dieu que pour se mettre à leur place. Et naturellement, il leur faut des sujets, ou plutôt des sujettes. Malgré la fin tragique qui semble inéluctable, la fin de la commune, elle continue à travailler parce qu'elle voudrait que la commune laisse des traces positives. Et dès le 29, jusqu'au 21 mai, elle est encore au ministère en train de travailler, mais il y a déjà des barricades. Et elle disparaît le 22 mai. Elle quitte son appartement pour n'y jamais revenir. Alors on ne sait pas très bien ce qui s'est passé ensuite, mais on la retrouve en Suisse. Alors elle s'est cachée, c'est une amie en particulier, Pauline Prince, qui l'a cachée sous les toits dans son appartement pendant des semaines. Et elle finit par avoir un faux passeport d'un Suisse qui s'occupait des immigrés, des gens qui voulaient sortir de France. Et donc, elle arrive le 22 juillet à Bâle et elle retrouve Malon. La dernière partie de sa vie, c'est la descente dans l'autre sens, puisqu'elle a été jusqu'à la commune, elle a pu, pendant la commune, faire des choses positives d'après elle, mais après, on ne la comprend pas, elle essaie de défendre la commune, notamment à Lausanne, au Congrès de la paix. Mais ça ne marche pas. Et enfin, on ne la suit pas, disons. Alors, elle passe presque le reste de sa vie en Italie. Alors, elle a quelques années agréables avec Benoît Malon qui l'a suivie. Et elle retrouve ses fils qui viennent notamment passer les vacances dans des endroits de rêve, là, les lacs italiens, la Méditerranée, etc. Et puis, ça va un peu moins bien avec Benoît Malon, parce que Benoît Malon est arrêté en Italie aussi, donc il est obligé de repartir en Suisse, et donc ils décident de s'enfuir. Ils vont en Sicile puis en Sardaigne. Ils sont un peu l'un sur l'autre quand même, et donc ils commencent à moins bien s'entendre. Ils travaillent quand même à faire une revue, 78. Ils repartent à Lugano et ils se séparent. Et à partir de là, elle va chercher, avec son fils André, qui a étudié l'agriculture, elle va chercher une propriété pour pouvoir l'exploiter. Elle revient un peu à ses origines. Ils vont trouver quelque chose à Formia, près de Naples. Ils vont planter des agrumes, enfin avoir des agrumes. Et c'est une très belle propriété qui donne sur la mer Tyrrhénienne. Et donc... ça marche pendant un certain temps, mais l'Italie n'est pas en très bonne situation financière. Ses produits se vendent mal. Et alors, il va lui arriver deux choses épouvantables. C'est que son premier fils, Léo, va venir chez elle mourir en 93. Et quelques années plus tard, c'est André qui va mourir aussi. Alors il était rentré en France, il s'était marié, mais il ne sera marié que 4 ans, et il va mourir aussi. Alors à cette époque, on ne sait pas trop de quoi les gens mouraient, soit c'était la tuberculose, soit c'était un cancer, enfin on ne sait pas. Et donc après ça, elle est évidemment complètement déprimée.
Elle s'accroche un peu à sa propriété, mais bon, ça ne va pas donner grand-chose. Et elle revient en France, un temps chez sa cousine Emma, en province, et puis ensuite dans la région parisienne, à Saint-Maurice, où elle finira sa vie. Là, elle est à côté, pas trop loin des Lacombe. Paul Lacombe était un de ses amis. C'était un libre penseur qui l'a soutenu beaucoup. Et donc, elle va, les 3 dernières années de sa vie, bizarrement, elle reprend un peu du poil de la bête. Elle se remet à écrire des articles et même à contacter un petit peu les féministes. Et elle va, je vais finir là-dessus, elle va écrire son dernier essai qu'elle appelle Coupons le câble, qui se rapporte un peu à l'affaire de Dreyfus. Et elle le publie en 1999, et elle est morte en 1900. Alors je vous lis, en guise de conclusion, je vous lis ça. Elle a mis « Guerre et superstition ». Quand ces 2 fléaux auront disparu de notre terre, libérés du mysticisme oriental, des croyances divines, du mensonge et de la misère, les humains conserveront l'amour et le respect de l'humanité. Ils dégageront facilement l'intérêt commun, l'association, qui doit les unir, détruisant du même coup les divisions qui neutralisent leurs efforts et empoisonnent leur existence. Alors ils aimeront la vie et croiront en elle. C'est pas mal, hein ?